Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne, et au coffre.com, achat et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé, présente Sud Radio. Osez investir, Thomas Binet. Suite de vos rendez-vous économiques en ce dimanche matin, toujours en compagnie de Thomas Binet, au programme d'Osez investir. Ce matin, mon cher Thomas. Maxime, est-il vraiment possible de vivre sans crédit à l'heure où tout presque s'achète à crédit? Entre liberté financière et effet de levier, sommes-nous devenus dépendants de l'endettement? Et puis nous recevrons ensuite Vincent Grard, qui est directeur France de Trade Republic. Inflation, énergie, logement, assurance. Pourquoi tant de Français ont-ils le sentiment de travailler davantage sans réussir à boucler leur fin de mois? Et enfin, avec Olivier Malteste, notre consultant expert dans les marchés financiers, nous parlerons de l'événement boursier de l'année, l'arrivée de SpaceX sur les marchés financiers. Ecoréseau Business, le magazine de référence des investisseurs, présente Sud Radio. Osez investir, le conseil de la semaine. Thomas, question assez simple. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut vraiment, je dis bien vraiment, vivre sans crédit ? Oui, Maxime, on peut, mais bon, ça dépend de ce qu'on appelle vivre. Historiquement, et pendant longtemps, les particuliers vivaient sans crédit. Ils achetaient uniquement ce qu'ils pouvaient se permettre. Mais aujourd'hui, il est vrai que le crédit est devenu un outil structurant de l'économie. Immobilier, voiture, études. Sans passer, c'est possible, mais ça demande une discipline financière très forte et parfois des sacrifices importants, notamment sur le logement. Donc, si je vous comprends bien, le crédit, c'est quand même devenu un élément incontournable, non ? Incontournable, non, mais extrêmement pratique, ça c'est certain. Prenons l'exemple de l'immobilier. Très peu de gens peuvent acheter un appartement à Paris ou ailleurs d'ailleurs. Comptant, le crédit permet d'anticiper un achat en étalant le paiement sur 20 ou 25 ans. En réalité, c'est un levier. Il permet d'accéder plus tôt à certains projets de vie, mais attention, c'est une arme à double tranchant. Mal utilisé, il peut fragiliser une situation financière. J'imagine quand même que tous ceux qui vivent sans crédit, il doit y en avoir. Ils choisissent donc de vivre sans crédit, mais ils font comment ? D'abord, ils sont peu nombreux, faut être honnête. Ils adoptent une logique très différente, épargne avant consommation. Ça veut dire mettre de côté pendant des années avant d'acheter, éviter les dépenses impulsives, parfois louer plutôt qu'acheter. C'est une approche plus prudente, souvent plus lente, mais aussi plus sécurisante pour certains. Alors finalement, vivre sans crédit, c'est possible, mais c'est surtout un choix de mode de vie entre liberté immédiate et prudence sur le long terme. Haussmann Executive Search, leader du recrutement sur les métiers de la finance et de l'immobilier, présente Sud Radio. Osez investir, l'invité. Thomas, nous sommes avec Vincent Grard, le directeur France de la néobanque Trade Republic, qui fait beaucoup de bruit, plateforme d'épargne présente dans 18 pays européens avec plus de 10 millions de clients en Europe et dont plus d'1 million en France. Bonjour Vincent Grard. Bonjour Thomas. Est-ce que les Français ont aujourd'hui un problème de pouvoir d'achat ou un problème de gestion de leur argent ? Un problème de pouvoir d'achat, certainement. La vérité, c'est qu'ils ne peuvent pas énormément agir dessus parce qu'on ne maîtrise pas les prix. D'ailleurs, même la BCE ne maîtrise pas les prix. On n'a jamais vu une hausse des taux faire baisser le prix du pétrole. Mais en tout cas, un problème de gestion d'argent, oui. Dans le sens où, déjà un premier paradoxe, parce que l'objectif c'est de parler vrai, on entend parfois, voire beaucoup, les gens dire les Français sont les plus gros épargnants d'Europe, avec le plus gros taux d'épargne d'Europe. Oui, mais c'est une moyenne. Quand on regarde un petit peu dans le détail ces chiffres-là, on se rend compte qu'il y a 45% des Français qui n'arrivent pas à épargner, qui ne bouclent pas les fins de mois. Et c'est ça pour moi le vrai problème. Alors je vais vous ramener 20 ans en arrière si vous me l'autorisez. On découvrait le fameux slogan « Travailler plus pour gagner plus ». Est-ce qu'on n'a pas laissé la place à un autre slogan « Travailler davantage pour gagner moins » et est-ce que ce sentiment est justifié, si c'est le cas ? C'est un sentiment qui est déjà propre à chacun. Celui qui arrive à boucler ses fins de mois vous dira pas la même chose que celui qui n'y arrive pas. Pour moi, le vrai sujet, c'est plutôt de reprendre en main son argent. C'est maîtriser, avoir la maîtrise. C'est dire à son argent où aller plutôt que de le regarder partir. Et c'est ça l'enjeu de société actuellement. Alors justement, je voudrais qu'on soit très pratique dans ce rendez-vous du dimanche matin. Quand on arrive difficilement, Vincent Grard, à boucler les fins de mois, quelle est la première erreur financière qu'il faut éviter selon vous ? La première erreur financière, ça serait de ne pas se payer en premier. C'est-à-dire ? Et en fait, tout l'enjeu psychologique qu'on a en tant que Français, c'est de voir au fur et à mesure du mois son argent partir et commencer à ressentir l'angoisse. Il y a une solution très simple qui permet d'éviter ce sentiment, c'est d'épargner
au début du mois. Et l'étape encore après, ça serait de dire j'automatise tout ce sujet, comme ça je n'ai plus à le gérer. Payez-vous vous-même avant de payer les autres. Alors, je vous entends, et c'est assez précis ce que vous dites. Et on entend souvent d'ailleurs qu'il faut épargner, vous venez de le dire, même quand on a peu de moyens. Mais sincèrement, objectivement, est-ce que c'est réaliste pour un ménage confronté à l'inflation comme on le vit depuis quelque temps ? Alors, en fait, épargner, on peut relier le sujet au pouvoir d'achat dans le sens où épargner, c'est protéger son pouvoir d'achat futur. Et donc, quand on a un problème de pouvoir d'achat immédiat, ce qu'on doit faire, premièrement, c'est un budget. Et quand on veut protéger son pouvoir d'achat futur, c'est épargner puis investir. Et quand on arrive à faire ces 3 étapes, on est dans une situation où, en tout cas, on prépare son couple et son foyer à une situation qui sera plus confortable. Mais rien ne peut se faire sans la première étape du budget. Il faut être en contrôle de ses dépenses du quotidien. Alors, je rappelle que pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes avec Vincent Grard, qui est le patron justement de la néobanque en France, Trade Republic. Vincent Grard, les Français détiennent des centaines de milliards d'euros sur leur compte courant. On le dit très fréquemment sur cette antenne. Et dans l'ensemble des médias d'ailleurs, on le met en avant. Mais pourquoi avons-nous autant de mal à faire travailler notre épargne en France ? C'est simplement parce que l'intégralité du système bancaire depuis 20-30 ans a choisi de ne pas rémunérer l'argent qui se trouve sur les comptes courants. On peut vous exposer plein de raisons pour dire tiens, cet argent sert à financer les crédits par ailleurs et ainsi de suite. La vérité, c'est qu'il y en a qui y arrivent et il y en a qui n'y arrivent pas. Donc vous pouvez maintenant avoir des comptes courants, comme celui de Trade Republic, mais comme d'autres également, qui proposent, à certaines conditions ou sans conditions, de rémunérer l'argent du quotidien. Et ça, c'est un vrai bonus pour le pouvoir d'achat immédiat. Parce que généralement, ces intérêts-là sont versés plutôt sur des périodes mensuelles, quand les livrets bancaires, de façon habituelle, sont plutôt sur des périodes annuelles. Alors, quelle somme on devrait mettre tous les mois de côté pour essayer de commencer à épargner, prendre l'habitude aussi, je pense aux jeunes générations, rentrer dans une logique de pédagogie financière pour préserver son pouvoir d'achat sur le long terme ? Alors, il y a une règle qui est forcément qui doit s'adapter un peu à tout le monde, mais la règle générale, c'est de dire on fait un budget sur une façon 50-30-20. 50% qui est réservé pour les dépenses contraintes, son loyer, son crédit, ses factures d'électricité et ainsi de suite. 30% sur l'effort de vie, donc c'est vos restaurants, vous achetez des vêtements et ainsi de suite, voilà, l'argent du quotidien. Et 20% pour préparer les projets futurs, donc les 20% mis de côté. La réalité, si on veut appliquer ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça serait plutôt un 20-50-30 ou un 50-20-30. À savoir, on met la partie épargne long terme avant la partie dépenses du quotidien. C'est forcément une règle qui est difficile à appliquer quand on a des petits salaires, quand on est dans un foyer à moindre revenu. Même avec 5%, on peut commencer à changer les choses. C'est-à-dire que 5% d'un salaire à 1 500 € net, ça représente 75 € par mois. Si on arrive à mettre de côté 75 € par mois, au bout de 20 ans, on se retourne avec 20-30 000 €. Alors restons justement avec ces 75 €. Vous les mettez où pour avoir 20 ou 30 000 € plusieurs années plus tard ? Il y a 2 choses à faire. Premièrement, se créer une épargne de précaution. C'est celle qui va vous enlever de l'esprit toutes les émotions négatives, la peur d'avoir un accident, la peur que quelque chose tombe en panne. Ça, on l'enlève en se créant une épargne de précaution. Ça, généralement, on le fait soit sur un livret, soit sur un compte courant rémunéré. Le livret A est très bien pour ça, par exemple. L'épargne est accessible et sans risque. Une fois qu'on a fait ça, il faut commencer à investir pour faire travailler l'argent à un intérêt qui est meilleur et, dans l'idéal, mais c'est pas très compliqué à atteindre, supérieur à l'inflation. Oui. Parce que si on ne dépasse pas l'inflation, ça veut dire qu'on ne s'enrichit pas. Donc, il y a plusieurs solutions ensuite, et ça dépendra évidemment du cas de chacun. Du cas de chacun. Ouais. La règle principale là-dedans, c'est de faire attention, 1, aux risques, et 2, aux frais. Alors, justement, on parle du cas de chacun. Est-ce qu'il y a, selon vous, et dans votre observation, la fonction que vous occupez, une fracture générationnelle dans la façon de gérer son argent entre les moins de 35 ans, par exemple, et leurs parents ? Sur l'argent du quotidien, oui. Sur l'argent des projets, donc l'argent long terme, non. Ils font comme leurs parents ? On a interrogé, donc chez Trade Republic, on a une clientèle très jeune, la moyenne d'âge est de 32 ans. On a interrogé nos clients sur leur motivation sur l'investissement. Et la vérité, c'est que la catégorie la plus jeune, donc les 18-25 ans, la première raison, c'était la retraite.
Donc on peut relier ça aussi avec une certaine défiance dans le système actuel, le fait qu'ils n'ont plus confiance dans l'État de pouvoir assurer leur retraite quand ils seront vieux. Mais en tout cas, paradoxalement, les jeunes épargnent pour le long terme. Et donc c'est pas une fracture, c'est pour le coup, ils le font comme leurs aînés ont pu le faire par ailleurs. Peut-être même mieux que leurs aînés, puisqu'il y a une prise de conscience peut-être encore plus tôt que leurs parents de cette problématique de retraite. En tout cas, ils font plus travailler l'argent. Ouais. C'est-à-dire qu'ils l'investissent sur des supports, ça peut être des actions, des ETF, mais assez peu sur des produits peu risqués, peu rémunérateurs. Alors justement, cette façon de gérer son argent, on est passé de 35% à 44% des Français qui gèrent eux-mêmes leur argent. Est-ce une bonne nouvelle ? J'entends par là, les Français ont-ils des connaissances nécessaires pour y faire face seuls ? Ouais, moi, je pense surtout que ça faisait très longtemps qu'on prenait les Français pour des idiots, avec une posture du banquier sachant qui vous explique que la finance c'est compliqué et qu'il faut leur faire confiance. Là, maintenant, avec l'accès à l'information, avec Internet, avec YouTube, avec les créateurs de contenu, avec l'intelligence artificielle, qui est d'ailleurs la première source d'information maintenant pour une certaine partie de la population, les gens se forment, ils comprennent que les concepts financiers ne sont pas compliqués, qu'il s'agit de mathématiques de base qu'on applique à de l'argent réel. Et donc, moi, je pense sincèrement que c'est une très bonne nouvelle. Ça permet aussi d'enlever quelques échelons dans la gestion, donc avoir des intermédiaires en moins, d'économiser sur les frais et in fine d'avoir une performance meilleure. Merci à vous Vincent Grard. Et merci beaucoup d'être passé du côté d'Oser Investir en rappelant que vous êtes le directeur France de la Néobanque Trade République. Blockshare, le cercle immobilier des investisseurs avisés, présente Sud Radio, Oser Investir, le coin de l'expert. Thomas, pour clore ce rendez-vous économique, nous sommes avec Olivier Malteste, expert des marchés financiers et professeur de finance à Paris-Dauphine. Et vous allez avec lui nous expliquer ce que l'entrée de SpaceX d'Elon Musk a fait tant de bruit en bourse change concrètement pour les épargnants qui investissent en ETF. Absolument Maxime. Mais alors, juste avant, Olivier, si vous le permettez, on va, pour la clarté du propos que vous allez nous tenir, nous rappeler ce qu'est un ETF, Olivier. Mais bien sûr Thomas, alors un ETF pour Exchange Traded Fund, c'est un fonds d'investissement coté en bourse qui va vous permettre d'investir en une seule opération dans un panier d'une dizaine, voire même d'un millier d'actions ou d'obligations. Et merci pour cette précision Olivier. Alors on va parler justement de SpaceX qui vient de faire son entrée en bourse et c'est la plus grande introduction en bourse de l'histoire quand même et on entend que les clients de fonds indiciels, d'ETF vont être forcés de posséder des actions SpaceX. Olivier, c'est quoi cette histoire ? C'est au cœur du débat du moment dans la gestion indicielle. Les ETF donc, qui répliquent un indice n'ont pas de choix. Quand une action va rentrer dans l'indice, ils doivent l'acheter. Et le Nasdaq a changé ses règles récemment et mis en place une règle dite de fast entry, donc entendez par là une entrée accélérée, qui permet à une méga capitalisation d'intégrer l'indice en seulement 15 jours de cotation contre 3 mois auparavant. Résultat, les porteurs d'ETF Nasdaq vont rapidement détenir du SpaceX, qu'ils le veuillent ou non. Mais alors, est-ce que tous les grands indices fonctionnent de ma façon identique ? Non, et c'est tout l'intérêt justement de la gestion indicielle. Donc par exemple, le Nasdaq, on en a parlé, va intégrer SpaceX rapidement, mais son poids va être limité dans la mesure liée à ce qu'on appelle le flottant, c'est-à-dire la part du capital qui est réellement introduite en bourse. Et il est relativement faible pour SpaceX. Et donc ça va peser moins que sa seule valorisation pourrait le laisser supposer. Du côté du MSCI World, qui est un indice qui est très connu par les investisseurs, la règle d'inclusion rapide existait déjà. Donc SpaceX va rentrer dans les 10 jours suivant la cotation, donc avant le Nasdaq, mais avec un poids encore plus faible a priori. En revanche, le S&P 500, par exemple, lui ne va pas bouger de sitôt. Son comité exigera une rentabilité régulière et une période d'observation d'au moins 1 an, et donc SpaceX n'y sera pas avant 2027 au plus tôt. Donc pour un épargnant en ETF, si je comprends bien, tout dépend de quel indice il va suivre. Exactement, et c'est vraiment le message clé. Il faut, comme toujours, bien étudier et sélectionner son indice. Et la gestion indicielle, comme dans tout investissement, va nécessiter, et comme on le répète, et vous le répétez souvent Thomas ici, d'étudier, d'analyser, de comparer et évidemment, si besoin, de se faire conseiller. Mais alors pour conclure, Olivier, un épargnant en ETF peut donc éviter d'avoir du SpaceX dans son portefeuille ? Oui, en prenant par exemple l'ETF S&P 500, vous serez exposé sur les actions américaines sans avoir du SpaceX au moins pendant 1 an. Mais ça illustre encore une fois quelque chose d'essentiel. La gestion indicielle, qu'on appelle souvent passive, n'a de passif que le nom. Choisir un indice, c'est pas purement passif, c'est déjà un choix actif. Alors une entrée aussi rapide dans un indice, est-ce forcément une bonne nouvelle ? Et ça sera ma dernière question pour vous. Pas nécessairement. L'argument en faveur, c'est la représentativité au niveau de l'indice. Les indices reflètent mieux l'économie réelle lorsqu'il y a des grosses entreprises qui sont à l'intérieur. La question qui peut se poser, c'est le temps. 15 jours est suffisant pour que le marché évolue correctement un titre ? Ou est-ce qu'on est encore dans l'euphorie du premier jour avec une demande qui va écraser l'offre de titres responsables ? Merci Olivier. Et merci à vous, mon cher Thomas Binet. On vous retrouve parce qu'on va nous jusqu'au bout de la saison, monsieur. Dimanche prochain avec plaisir. Absolument.
Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Avec Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne, et aucoffre.com, achat et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé.